Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est une voix qui n'avait pas manqué au débat les précédentes fois lorsque des initiatives de révision de la Constitution du Bénin avaient été prises. Ibrahim David Salami est l'une de ces personnes ressources qui ont porté la critique contre les choix proposés par le président de la République à la première tentative. Patrice Talon, lui, convaincu de ses options, avait même souhaité un débat contradictoire avec lui. Les professeurs Joël Aïvo, Dandy Niamou, j'en passe, les a même invités au palais de la Marina pour ça. Par respect pour la fonction, les invités n'avaient pas voulu défier l'autorité en public. Il a fallu l'opposition d'une minorité à l'Assemblée nationale pour que la copie d'alors soit renvoyée à son émissaire. Puis une deuxième tentative qui échoua aux portes de la majorité des 4/5. Patrice Talon refusa par la suite de recourir au référendum pour que le peuple départage. Jamais deux sans trois, dit-on. Et la troisième fut la bonne. La loi 2019-40 portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990 est passée comme une lettre à la poste. Elle est même déjà promulguée. Sur son parcours d'avant-promulgation, presque pas de débat public. Les critiques d'hier, nos professeurs d'université, sachant de la chose constitutionnelle, semblent être sous anesthésie. Silence, onction au projet qui a abouti. En attendant de voir d'autres accepter notre invitation, ce matin, nous allons lui arracher son avis sur l'ensemble du processus, sur le fond comme sur la forme. Lui, c'est le professeur Ibrahim David Salami, professeur agrégé et professeur titulaire des facultés de droit, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Professeur Salami, bonjour. Bonjour, monsieur Satunelioso, comment vous allez? Je vais bien, j'espère vous aussi. Moi aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Que vous est-il donc arrivé cette fois-ci? Pourquoi la lampe allumée que vous avez été les fois passées était-elle cette fois-ci sous le boisseau, professeur Salami? Je vous remercie d'abord de cette invitation, de ce rendez-vous d'échange avec vos auditeurs. D'abord, avant de répondre à votre question, je dirais que à la place qui est la mienne, il y a un devoir ou une responsabilité sociale à prendre la parole sur des choses qui sont de mes cordes, que je considère comme étant de ma chapelle, la chapelle constitutionnelle. Vous savez que nous avons 11 millions de Béninois, 11 millions de constitutionnalistes au Bénin, mais quand même, il est très important que quand nous traversons des moments importants de notre vie constitutionnelle, il est de mon devoir, du devoir d'un certain nombre d'entre nous, de prendre la parole pour opiner. Et je voudrais opiner aujourd'hui avec beaucoup plus d'aisance que la révision a déjà eu lieu. Pour répondre à votre question, je dirais que d'abord, les circonstances dans lesquelles la révision a eu lieu cette fois-ci ont été plutôt rapides. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu venir. En tout cas, le test n'était pas disponible. J'ai, comme beaucoup de Béninois, dormi et le lendemain, je me suis rendu compte que la révision a eu lieu. Je vous dirai mon sentiment personnel là-dessus à la fin. Ce que je veux dire par là, c'est que les fois où on prend la parole pour opiner sur les projets de révision de la Constitution, l'intellectuel que nous sommes, nous prenons toujours des risques. Parce que les positions que nous prenons ne sont pas toujours comprises. Et quelles que soient les positions que nous prenons, c'est toujours considéré comme étant pour ou contre quelqu'un. Et quand nous critiquons, les opposants récupèrent, on a l'impression qu'on soutient les opposants. Et quand nous disons que c'est bon, on a l'impression que nous avons basculé comme si nous étions quelque part avant et que nous ne devons pas changer de position. Donc, quelque part, que la révision ait eu lieu aujourd'hui sans qu'on ait pu parler dans le sens d'influencer dans un sens ou dans un autre, n'est pas plus mauvais. Aujourd'hui, on peut considérer Vous parlez d'influencer, moi je parlerais plutôt d'éclairer. Et le oui, peuple avait quand même droit à cela. Oui, l'intellectuel l'éclaire. Oui, d'autant que je considère que quand le débat est public,
parce qu'on n'est jamais intelligent tout seul. Quand le débat est public, le test qu'on adopte, au final, est toujours d'une meilleure facture. Et je pense que même en 1990, quand on a voulu adopter la Constitution, il y a eu un travail de popularisation, d'échange. Il y a eu des débats. Moi, je me souviens de grands moments de télévision qui étaient un débat entre le professeur Olo et le collègue Thomas Goudou, qui était un grand moment de télévision, moi qui m'a donné envie d'être constitutionnaliste. Donc nous avons au Bénin une culture de débat public qui n'a pas eu lieu ici. Et je pense que si ça n'a pas eu lieu ici, ça a été un choix politique. Un choix politique en ce sens que on a toujours discuté, ça n'a jamais abouti. Peut-être que cette fois-ci, on a voulu avancer et après discuter. Et donc je suis d'autant plus à l'aise aujourd'hui que une fois le 20 tiré, la Constitution révisée, je suis dans ma casquette d'homme de science qui explique, qui peut donner des pistes de lecture de la nouvelle Constitution et dit que telle chose me paraît bien ou pas bien, mais en tout cas, le 20 aura déjà été tiré et que quand je l'aurai dit, ce ne sera que doctrine. Que direz-vous à ceux qui pensent que vous avez laissé le 20 être tiré exprès? Ah non, on n'avait aucun... Sauf ceux qui étaient dans le secret des dieux, ceux qui travaillaient dans le processus de dialogue, les experts, et les politiques qui étaient dans le processus. On était informés de rien. On n'avait que quelques rumeurs. Par exemple, on avait entendu qu'il y aurait un poste de vice-président, mais on ne savait même pas si c'était vrai. Et je vous le promets, je vous le jure, on n'avait pas le contenu du test de la révision. Et même après la révision, il a fallu mes relations avec quelques personnes bien placées pour que j'ai ce que je considère aujourd'hui comme étant le test de la révision. Parce que tant que ce n'est pas publié officiellement, on ne peut pas dire que tel est le contenu exact du test. Et donc, le technicien que je suis est obligé d'être prudent par rapport à cela. Professeur Salami, vous n'aviez pas le test, le débat n'était pas fait à propos, mais la procédure, vous l'avez quand même suivie. Lorsqu'à l'Assemblée nationale, un groupe de 10 députés, ce groupe a eu à demander que le test soit étudié en procédure d'urgence. Le sachant que vous êtes, n'a-t-il pas tiqué à l'époque quand il a entendu ça? Il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a la démarche et puis il y a le test. Le test, nous ne l'avions pas. Je ne l'avais pas. La démarche, oui, la procédure qui était d'urgence m'avait, en tant que technicien, posé un problème. Parce que la procédure d'urgence telle que prévue par les articles 87 et suivants du règlement intérieur de l'Assemblée nationale était logée dans la rubrique des lois ordinaires. Et donc, en tant que tel, c'est en matière de lois ordinaires qu'on pouvait aller en procédure d'urgence. Parce que la procédure de révision de la Constitution elle-même était une procédure spéciale par rapport à la procédure ordinaire. Et donc, on ne pouvait pas, à mon avis, à mon sens, et telle est ma doctrine, je continue de la professer, qu'on ne pouvait pas aller en procédure d'urgence pour réviser la Constitution. Mais c'est là où on va peut-être y revenir. C'est pour ça que j'attendais aussi la décision de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a été saisie par le chef de l'État, lui demandant de vérifier la conformité à la Constitution. Et la Cour constitutionnelle a estimé, au vu de la procédure prévue par la Constitution, article 154, 155 de la Constitution, que la procédure a été respectée. C'est-à-dire que la prise en considération d'abord et l'approbation ensuite, à une majorité unanime, si on va dire. Et ensuite, la Cour a vérifié que le caractère républicain n'a pas été modifié et que la laïcité n'est pas remise en cause. Et a dit... L'intégrité du territoire. L'intégrité du territoire. Et a dit, bon, la révision est conforme à la Constitution. Et cela se comprend. C'est un contrôle qu'on peut qualifier de minimaliste. Avant, beaucoup de gens saisissaient la Cour constitutionnelle et ça pouvait aller dans tous les sens. C'est-à-dire que s'il y avait des députés de l'opposition, ils auraient pu dire la procédure n'a pas été respectée. Mais le chef de l'État, lui, en saisissant la Cour constitutionnelle, n'a pas ouvert ces débats-là. Donc la Cour ne pouvait pas répondre
à ces sollicitations. Et donc, du coup, la Cour a considéré que la procédure était bonne, que les limites posées par la Constitution, et seulement la Constitution, ont été respectées. Donc, c'est une sorte de revirement. Parce qu'avant, les cours antérieures faisaient attention au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, faisaient attention à ce qu'on appelait les options fondamentales de la conférence nationale, mais ce sont des options qui ont été en quelque sorte inventées par les cours constitutionnels. Ce sont des limites jurisprudentielles à la révision de la Constitution. Aujourd'hui, la Cour n'a pas jugé utile d'aller sur ces terrains et a validé la révision de la Constitution. Donc, la révision est conforme à la Constitution. Interprétation, entre parenthèses, n'était-ce pas exprès? C'est-à-dire que cette Cour ne considère pas les conditions dans lesquelles la procédure a été engagée à l'Assemblée nationale et se focalise sur les articles 150. Non, c'est ce que je vous expliquais, c'est que est-ce que les questions même lui ont été posées? Est-ce que la question de savoir si la procédure par rapport au règlement intérieur, la procédure d'urgence par rapport au règlement intérieur, ne lui a même pas été posée. Donc, quand la question ne lui a pas été posée, elle ne peut pas se saisir d'elle-même pour dire, elle ne peut pas s'auto-saisir en matière de révision de la Constitution. En la matière, je crois, à cette étape-là, ce sont seuls les députés ou le président de la République qui peuvent la saisir. Exactement. Et ici, c'est seulement le président de la République qui l'a saisi. Le président aurait même pu ne pas la saisir. Le président n'est pas dans l'obligation de saisir la Cour constitutionnelle en matière de révision de la Constitution. C'est une faculté. Et donc, on aurait pu avoir une révision de la Constitution avec 83 députés et la Cour non saisie, et le chef de l'État est parfaitement en droit. Je parle de l'égalité là. Après, on peut estimer que, vu l'importance de la chose, on ne devrait pas agir comme ça, mais légalement, c'était possible d'en arriver à cette situation-là. Et donc, la Cour a considéré que la révision est conforme à la Constitution. Le chef de l'État, dans la foulée, a annoncé la promulgation. Il ne reste que la publication au journal officiel, qui arrivera peut-être la semaine prochaine, et je pourrai brandir à mes étudiants la nouvelle mouture de la Constitution de 1990, enfin révisée. Vous en êtes impatient? Oui, parce que, voyez-vous, au-delà des polémiques sur lesquelles on pourrait revenir, le Parlement, que certains considèrent comme étant illégitime, et que certains considèrent comme étant totalement légitime. Votre avis à propos? Je pense que la question peut légitimement se poser et que on aurait souhaité que ce Parlement-là ne soit pas uniquement contrôlé par deux partis de la mouvance. C'est un secret de polichinelle. Et donc, c'est un vrai regret. Et j'étais parmi les premiers à considérer qu'à un moment donné, le vin était tiré et qu'il fallait considérer que c'était une parenthèse républicaine et que souhaiter que cela passe vite. Mais je dois dire en même temps que la question de la légitimité, lorsqu'on est en face d'un pouvoir qui, à l'occasion de la révision, certains auraient pu souhaiter que le mandat de cette législature soit abrégé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un pouvoir qui dit cette mandature ira à terme. Et cette mandature ira à terme. Et c'est la prochaine mandature, la prochaine législature qui n'ira pas à terme. Il y a un message clair qu'il faut lire et qu'il faut entendre. C'est que ce pouvoir n'entend pas abréger la 8e législature. C'est un message politique. C'est un message politique qui veut dire, vous pouvez contester, mais le Parlement est là. Et la légitimité est en contradiction maintenant avec la légalité. Qu'est-ce qui se passe? Regardez cette 8e législature, paradoxe. Le paradoxe de cette 8e législature par rapport à la 7e. C'est la 7e qui a voté les lois chrysogènes. Vous m'entendez? C'est la 7e qui n'était pas contestée sur le plan de sa légitimité, qui a voté les lois chrysogènes. Et c'est la 8e que certains considèrent comme étant illégitime, qui corrige les lois chrysogènes. Je vais plus loin. Vous avez la 8e législature qui a pris une loi d'amnistie. Une loi d'amnistie pour dire ceux qui ont commis des faits délictuels ou criminels pendant la période électorale, on passe l'éponge.
Alors, de deux choses l'une, si vous considérez que ces gens-là sont illégitimes, s'ils vous donnent l'amnistie, vous la refusez. Vous dites finalement, non, je ne vous considère pas. Parce qu'il y en a qui vont considérer ce Parlement comme étant illégitime jusqu'à la fin. Alors, si ce Parlement donne l'amnistie, il faut la refuser. Si ce Parlement, je vous donne un exemple simple, si ce Parlement prend une nouvelle loi sur le code de la route et dit que désormais on va conduire à gauche, si vous ne respectez pas, on vous arrête. Si vous commettez une infraction, on vous jugera par rapport à la loi qui existe. Et donc, là, c'est là qu'on atteint les limites de la question de l'illégitimité. Parce que, parlant de l'amnistie, bon, on reviendra là-dessus, ce n'est pas une manière de chercher à ennoblir cette législature que de lui confier cette initiative-là. Si c'était le cas, ce serait aussi un choix politique. C'est-à-dire que ça peut contenir une certaine dose de cynisme, ou même de ruse. Et moi, je dis aux opposants, vous reprochez à ceux qui sont au pouvoir de faire usage de la ruse. Mais aussi, vous aussi, mais faites usage de la ruse. Tant qu'on est dans le cadre du respect des lois de la République, bon, la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant de cœur, me semble-t-il. Et donc, on peut considérer que c'est un choix politique qui est fait par ceux qui sont au pouvoir, qui ont une certaine marge de manœuvre et qui peuvent dire, nous faisons tel choix parce que nous avons un objectif politique. Et ce n'est pas à vous que je l'apprendrai. Les hommes politiques ne font rien sans arrière-pensée politique. Et il y a forcément une arrière-pensée politique qui n'est pas perceptible aux profanes de la politique. Et donc, moi je pense que nous avons affaire à un pouvoir qui a fait le choix d'un processus politique conduisant à la révision politique de la Constitution avec des choix qui étaient les leurs, les choix sur lesquels on peut débattre. La procédure d'urgence partie au Parlement, je dis les choses ainsi, s'est poursuivie au niveau d'autres institutions. Le Parlement a saisi le président de la République le 4 novembre dernier. Le président de la République a saisi la Cour constitutionnelle le 6 novembre. Le même jour, les conseillers à la Cour constitutionnelle ont statué sur les lois déférées devant eux, devant cette institution, et ont tranché déjà. Une procédure d'urgence, je dis, M. Reyes-Rompé. C'est le même jour? Le même jour. Le même jour où le président a saisi la Cour. Vous lisez la décision de justice, vous pouvez encore jeter un coup d'œil. Le président de la Cour constitutionnelle a bien dit que la Cour a été saisie par une correspondance en date du 6 novembre. Et ce même 6 novembre, la Cour était réunie pour statuer. Oui, bon, donc c'est la procédure d'urgence sur toute la ligne. En fait, ce que je sais, c'est que dans des pays de démocratie avancée, les juges peuvent travailler en attendant même qu'ils soient saisis. S'ils sont au courant du contenu du texte de la Constitution, c'est possible. Mais je ne peux pas vous en dire plus, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais donc c'est une procédure vraiment rapide et d'urgence sur toute la ligne. Et quand on le fait avec la loi constitutionnelle, en tout cas la constitution d'un pays, est-ce que ce n'est pas banaliser la chose à ce point? Il n'y a pas eu de débat public, le texte arrive et puis illico presso, comme on le dirait, on se réunit. Soit dit en passant, le rapporteur concernant la Constitution, le rapporteur, c'est Joseph Diogonou lui-même. Il est lui-même rapporteur, il est président, ça on le sait. Non, pour être honnête, le fait qu'un président d'une juridiction soit rapporteur n'est pas nouveau. Non, je ne dis pas que c'est nouveau. Non, ce n'est pas spécial. Ben, ce n'est pas spécial, ce n'est pas... c'est pas un problème en soi. La coïncidence peut quand même appeler curiosité. Pourquoi? Dans le contexte actuel. Quel... On sait le rôle que Joseph Diogonou a joué jusque-là dans les précédentes tentatives de révision de la Constitution. Ouais. Et puis cette fois-ci, ça passe rapidement. Il se retrouve, il se saisit du dossier. En tout cas, la Cour se saisit du dossier. Il est rapporteur. On arrive en séance avec 4 conseillers. Et puis comme ça, le même jour. Quoi. Monsieur Satiné Diosso, 47 articles. Monsieur Satiné Diosso, je connais votre perspicacité. Vous pensez vraiment, face à une procédure politique, au parcours politique de Joseph Diogonou et aux tentatives qui étaient les siennes quand il était garde des Sceaux, il va à la Cour constitutionnelle. Vous pensez vraiment que pour une juridiction à la fois politique et constitutionnelle comme la Cour constitutionnelle, vous pensez que le professeur Diogonou va mettre les bâtons dans les roues
pour que la révision n'aboutisse pas. Non, sérieusement, vous le pensez? Je ne vous le fais pas dire. Non, ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs en ce sens que... Donc pour vous, ce qui est venu de la Cour, c'était normal? C'était attendu. Politiquement, moi, normal. je n'attendais pas... Moi, je n'ai pas attendu de la Cour. Non, honnêtement, non, soyons. Ce qui aurait surpris, et qui aurait été même une révolution, c'est de considérer que dans ce processus-là, la Cour constitutionnelle telle qu'elle est composée, et présidée par Joseph Diogbenou, vous pensez, ce qui aurait été surprenant, c'est que la Cour déclare la révision de la Constitution contraire à la Constitution. Et là, pour le coup, c'est moi qui aurais demandé d'être invité sur France 24 donc, pour analyser cela. Donc, non, soyons honnêtes dans nos analyses et soyons objectifs en même temps, en disant que les révisions antérieures ont échoué. Le pouvoir en place a pris ses précautions. Au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau du Parlement. Et le circuit de la décision et de l'entrée en vigueur de la Constitution a été balisé. Mais tout ça, c'est de la politique. Et donc, on ne peut pas reprocher aux politiques de faire de la politique, mais à nous d'analyser ce que nous faisons. La Cour même a eu à se permettre de corriger une erreur matérielle contenue dans le test. Oui. L'avis du sachant que vous êtes. Non, ça c'est... disons, c'est le service minimum. C'est-à-dire, c'est le service minimum dans la mesure où ça ne change rien fondamentalement à la révision. Qu'on l'appelle loi constitutionnelle, loi de révision, que le numéro change, la révision est consommée. Est-ce qu'il appartient au juge constitutionnel de rectifier les choses à la place de celui qui a voté? Est-ce que ce n'est pas s'inviter dans le vote que de chercher à corriger un test? D'abord, le juge constitutionnel s'invite toujours dans le processus du vote des tests, puisqu'il peut modifier, il peut changer, il peut déclarer contraire, il peut ajouter, il peut retrancher, indépendamment de la Constitution. Mais ici, la correction matérielle, c'est une banalité devant le juge constitutionnel. Je suis spécialiste de contentieux constitutionnel, c'est une banalité. C'est-à-dire qu'on peut trouver ça dans presque tous les cas de figure, où le test est envoyé devant la Cour constitutionnelle, il trouve qu'il y a une erreur matérielle, il corrige. L'intérêt, c'est de dire, quand il y a une erreur matérielle, on n'est pas obligé de retourner au Parlement. Il peut juger qu'on doit retourner au Parlement pour corriger ça là-bas, mais lui-même peut procéder à la correction et dit d'envoyer à la promulgation. Jusque-là, il n'y a que de la banalité constitutionnelle. Et puis, on peut s'intéresser maintenant au fond. Voilà. Si vous le voulez. Oui, avec plaisir. Avant d'y revenir, je vais proposer à la technique Georges Ponou qui m'accompagne ce matin de nous faire écouter le ministre en charge de la communication, maître, tout comme vous, Alain Oronla, aujourd'hui dans ses fonctions politiques, nous parler de ces innovations contenues dans la Constitution. Les points objets d'innovation concernent la suppression de la peine de mort, l'institution d'élections générales avec l'alignement de tous les mandats électifs, la fixation des premières élections générales au cours de l'année 2026, le financement public des partis politiques et l'institution d'un chef de file de l'opposition, la discrimination positive au profit des femmes et des personnes handicapées, la création du poste de vice-président de la République élu en duo avec le président de la République, le parrainage des candidats aux fonctions de président de la République, la création du Conseil national de défense et de sécurité, la création de la Cour des comptes, la reconnaissance par l'État de la chefferie traditionnelle, la possibilité du renouvellement du mandat des conseillers à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, l'allongement du mandat des députés qui passe de 4 à 5 ans avec limitation de 3 mandats. Professeur Ibrahim Salami, vous avez écouté Alain Oronla. Je sais que vous auriez aimé vous consacrer à quelques points, mais j'ai bien envie de vous lancer sur ce que d'aucuns ont appelé le calendrier électoral qui est désormais dans la Constitution et qui, après 2026, notre Constitution contiendrait des dispositions caduques. Le Bénin a désormais ce test-là comme Constitution. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur un plan technique, on a déjà vu des constitutions qui contiennent des dispositions provisoires
qui sont appelés à mourir après. Et il est possible que après, quand il y aura une autre révision au-delà de 2026, que toutes ces dispositions soient nettoyées. Techniquement, je vous dis, c'est possible. Ça s'est déjà vu, notamment en France. Et donc, sur ces techniques-là en soi, ce n'est pas un problème. Ce qui peut être considéré comme étant un problème, c'est que on a gravé dans la Constitution des dates. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, quand on dit à tel moment, de tel mois, de telle année, on doit aller à l'élection. Ça peut être vu de deux manières. Ça peut être vu dans le sens positif en disant, qu'on le veuille ou non, on doit aller aux élections et celui qui est là n'a pas à bouger les lignes. Il ne peut plus rien faire. Sa marge de manœuvre est réduite. Il n'a qu'à, tout ce qu'il a à faire, c'est de faire respecter la Constitution. Il ne peut pas bouger. Donc ça grave dans le marbre les dates. Mais l'inconvénient, c'est que on ne sait pas ce qui peut arriver, qui peut nous empêcher d'être prêts ou ne pas être prêts. Et si on n'est pas prêt, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, selon qu'on est pessimiste ou optimiste, on peut choisir. On peut choisir. Nous aurons désormais des élections générales, nous a-t-on dit. Les élections générales, c'est pour 2026. C'est pour 2026. C'est-à-dire que tel que le dispositif constitutionnel est fait, nous aurons des élections à des dates données, 2020, 2021, et puis, etc. Et puis, en 2026, nous aurons une année électorale. Les élections n'auront pas lieu le même jour, mais nous aurons une année électorale où le dispositif sera le même sur toute l'étendue du territoire national et on fera des élections générales. On peut en faire une lecture politique. La lecture politique, c'est que, à mon avis, lorsqu'on a des élections à des dates proches, ça voudrait dire que les candidats déploient, ou les partis déploient sur l'étendue nationale le même dispositif, la même machine électorale pour une période donnée. Ils ne sont pas obligés de rappeler, après, de recommencer, etc. Ça peut être vu en termes d'économie pour le Bénin, ce qui est vrai. Les élections, objectivement, coûtent cher. Et on le disait avant l'avènement du gouvernement de la rupture, on le disait déjà. Mais c'est aussi une économie d'échelle pour les politiques qui vont peut-être dépenser moins sur une période limitée et puis peut-être rafler la mise ou tout perdre en même temps ou bien panacher entre réussite et échec. Pensez-vous que ce soit anodin, ce choix fait en 1990 d'avoir des députés qui fassent 4 ans, une élection législative qui arrive à mi-mandat de mandat présidentiel et tout ça, pensez-vous que ce soit anodin pour qu'aujourd'hui qu'on fasse l'option d'aller à 5 ans sans analyser ce gain que cela aurait pu constituer par le passé? La question est très intéressante. Ça nous renvoie à la lecture de notre régime politique. Le régime politique que nous avons adopté en 1990 était un régime présidentiel. Qui dit régime présidentiel dit que on a un exécutif fort, bien entendu, mais les institutions, président de la République, Parlement, ne sont pas, leur vie politique ne sont pas arrimées. Leurs existences politiques ne sont pas connectées. De sorte que, même sans avoir la majorité au Parlement, le chef de l'État peut gouverner. J'irai plus loin. Je dirais que, tel que notre régime politique avait été pensé en 1990, ça a été fait pour que le chef de l'État ne contrôle pas le Parlement. Pourquoi? Parce que d'abord, le fait qu'il y ait un mandat de 4 ans, ça fait que les élections n'auront pas lieu la même année. Il faut avoir 4 élections législatives pour qu'on pense à une coïncidence avec l'élection présidentielle. Ça a été fait pour que le chef de l'État ne contrôle pas le Parlement. Regardez le mode de scrutin qui a été choisi pour l'Assemblée nationale. C'est un mode de scrutin qui éparpille les forces politiques. On n'a pas choisi un mode d'élection majoritaire.
le système majoritaire aurait permis facilement à un chef de l'État d'avoir la majorité au Parlement et de contrôler le Parlement. On a choisi un mode de représentation proportionnelle. Dans un système de multipartisme intégral, c'est des choix pensés et assumés pour que le Parlement soit en quelque sorte ingouvernable. Et ça va servir de contrepoids, c'est exactement ça le mot. Ça va servir de contrepoids au pouvoir exécutif. Et donc, on a pensé les choses de façon à ce que on ait un exécutif fort, un Parlement fort aussi, mais qui puisse tenir tête, entre guillemets, au pouvoir exécutif. Alors, c'est ça qui est en train de partir. Ce qui a été remis en cause là, c'est ça. C'est que quand on va avoir des élections couplées, des élections la même année, des élections cumulées, on a plus de chances d'avoir un Parlement qui soit de la même audience, plus de chances. Je dis, ce n'est pas systématique, mais il y a plus de chances qu'il y ait un Parlement qui soit de la même obédience que le chef de l'État. Et dans ce contexte, le Parlement, contrôlé par le pouvoir exécutif, nous aurons affaire à un régime qui renforce les pouvoirs du chef de l'État. Et ce régime qui renforce les pouvoirs du chef de l'État, cela se lie à travers les autres institutions. Pourquoi, M. Chatounian-Diosso? Vous voyez, la plupart des institutions de la République sont désignées par le chef de l'État. Et l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale. Précisément. Le bureau de l'Assemblée nationale est élu en fonction de la majorité au Parlement. Alors, si on a un Parlement dans lequel il y a plusieurs partis politiques, le bureau de l'Assemblée nationale reflète cela. Et donc, dans la nomination des gens au niveau des autres institutions, on trouve toujours ce reflet-là. Mais quand vous avez un bureau de l'Assemblée nationale qui est déjà de la même audience que le chef de l'État, ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais quand c'est le cas, tous ceux qui seront nommés dépendront de la même obédience politique. Et cela renforce le pouvoir de qui? Ça renforce, in fine, le pouvoir du chef de l'État, quel qu'il soit. C'est ça qui est en train d'être remis en cause. C'est-à-dire que notre régime politique présidentiel, qui avait déjà fait la part belle à un pouvoir exécutif puissant, eh bien, on va avoir un exécutif impérial, qu'il était un peu déjà, mais qui le sera encore plus. Et c'est le choix qui a été fait maintenant, et c'est ce dont on débat. Adieu le contre-pouvoir, Assemblée nationale, aux ordres du chef de l'État. Je dis les choses comme ça, terre à terre, une raque aux ordres du président de la République, les autres institutions, puisque... Non, c'est pas... Enfin, c'est pas adieu, parce que la situation n'est pas appelée à rester comme ça indéfiniment. Ça peut évoluer. Jusqu'au moment où... Voilà, ça. On aura un poste, en tout cas à partir de 2021, un vice-président désormais. C'est ça. Votre lecture de la chose, les forces et faiblesses de ce choix que nous avons fait, une première. Oui, en fait, je mènerai d'abord un raisonnement général avant de venir au cas particulier. Le raisonnement général, c'est que le pouvoir exécutif, généralement, c'est un pouvoir lourd à porter. Et c'est pour ça que dans beaucoup de pays étrangers, la question du numéro 2 du pouvoir exécutif se pose. On a les États-Unis. Mais à côté de nous aussi, on a la Côte d'Ivoire, où on a un régime présidentiel. Il n'y a pas de dissolution et autres. On a un régime présidentiel, on a un vice-président, et on a un premier ministre qui est chef de gouvernement. Vous m'entendez? On a un vice-président qui peut recevoir délégation du chef de l'État et qui peut le remplacer en cas de vacance de pouvoir. Mais en même temps, on a un premier ministre. Donc la question du numéro 2 se pose à l'international. Ça s'est posé ici aussi, et on l'a déjà essayé. Vice-président aux premières années de notre indépendance. Et ça a causé des difficultés énormes, parce que le partage de pouvoir a conduit à des conflits. Et donc depuis là, on a scrupule à avoir un vice-président. Mais depuis le renouveau démocratique, vous allez voir, les numéros 2 ont toujours existé. Soit c'est le
le ministre d'État, soit c'est le Premier ministre. Et à chaque fois, il y a quand même un numéro 2 qui peut recevoir délégation du chef de l'État. Le VPI tel qu'il a été conçu ici, rappelez-nous, en fait, avant d'avoir, on n'a pas eu, comme dans les pays d'une certaine démocratie avancée, ce qu'on appelle les tests explicatifs du choix de ce VP. Donc, on ne peut qu'analyser en tant que sachant. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'il s'est posé à un moment donné la question de la survie du pouvoir exécutif, du chef de l'État. Si quelque chose arrivait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce qui est prévu par notre Constitution, c'est que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim et organise les élections. Et donc, les gouvernants ont estimé que pouvoir organiser des élections à mi-mandat ou à quelques jours de l'élection posait problème. Il faut assurer, me semble-t-il, il faut assurer la pérennité de l'institution. Et donc, assurer la pérennité de l'institution, c'est faire en sorte qu'un vice-président prenne la place du chef de l'État et finisse le mandat. Mais on aurait pu faire le choix, du président de l'Assemblée nationale qui finisse le mandat. D'ailleurs, c'est le choix qu'on a fait jusqu'en 2021. Donc, c'est possible de le faire. Mais ne l'ayant pas fait, on a fait ce choix jusqu'en 2021. Mais après 2021, on aura un vice-président. Et dans ces conditions, c'est le vice-président qui va prendre la suite et qui va finir le mandat. Vous me direz, pourquoi est-ce qu'on a fait un choix jusqu'en 2021 ? Je vous poserai la question. Je devance vos questions, voyez-vous. Pourquoi on fait un choix jusqu'en 2021 et pourquoi on fait un autre choix après 2021 ? Je ne pourrais pas vous répondre légitimement. Ce n'est pas moi qui ai fait ce choix. Mais je peux vous dire que c'est un choix politique. Et que si vous voulez avoir l'explication, c'est ceux qui l'ont fait, qui devraient nous l'expliquer. Moi, je ne peux que vous dire que c'est un choix politique. C'est un choix politique. Je pense que peut-être que ils auraient voulu, ceux qui sont au pouvoir, ils auraient voulu mettre en vigueur tout de suite le poste de vice-président. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il soit élu avec le chef de l'État. Donc, techniquement, ce n'est pas possible tout de suite. Et ce n'est pas possible tout de suite. Et donc, on a jugé utile, et les agendas sont ce qu'ils sont. On a pensé que c'est en 2021 qu'on va avoir un ticket, ce qu'on appelle un duo dans notre Constitution. Je touche du bois. À supposer, c'est à partir de 2021 qu'on va implémenter cette option du vice-président. Je touche du bois, encore une fois, je le dis. Si entre aujourd'hui et 2021, il y avait vacance du pouvoir, on fait recours à quel test ? Non, on fait recours au même test. Si d'ici à 2021, quelque chose se passe, c'est le président de l'Assemblée nationale. C'est le président Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, qui devient président de la République par intérim et assure la vacance jusqu'en 2021 et l'Assemblée nationale élit un autre président. On aurait lu quelle constitution ? La même, celle qui est en vigueur là. La constitution du 7 novembre. Promulguée le 7 novembre. Le 7 ou le 6, je ne sais plus. Le 7 novembre. C'est le 7. C'est le jour de promulgation. Oui. La constitution, précisément, la constitution de 1990, modifiée le 7 novembre 2000. C'est écrit dedans de façon explicite. Moi, je n'ai pas encore lu le texte. Vous l'avez lu ? Ah si, non. Oui, c'est écrit dedans. C'est écrit dedans. C'est ainsi fait. C'est ça l'attelage. Alors, si vous voulez, présentons le vice-président. Quel est son visage ? Voilà. Qui est le vice-président ? Quand on lit la Constitution modifiée, le vice-président est prévu aux articles 41, 42, 43, 45, etc. de la Constitution. La première chose qu'il faut voir, c'est que nous sommes dans les dispositions qui sont prévues pour le chef de l'État. Ça veut dire d'abord que ce n'est pas une institution autonome. C'est en parlant du chef de l'État qu'on parle du vice-président. Ça annonce quelque chose en droit constitutionnel quand on n'accorde pas un titre spécial, un chapitre spécial à un organe, ça en dit long sur son importance. Ce vice-président est élu dans les mêmes conditions que le chef de l'État. C'est-à-dire qu'il doit
être 40 ans, 70 ans, même condition. Mais ce qui est extraordinaire, commençons par relever, c'est que bien qu'il soit élu, bien que le vice-président soit élu dans les mêmes conditions, bien que le vice-président sera élu dans les mêmes conditions que le chef de l'État, l'article 41 nouveau dit que le chef de l'État est l'élu de la nation. On n'a pas dit qu'ils sont les élus. Il y a un message qu'il faut entendre dans cette disposition. Ça veut dire que malgré le fait que c'est un duo qu'on élit, la Constitution ne reconnaît qu'un seul chef d'État considéré comme l'élu de la nation. Je me souviens, dans les années 90, le président Soglo, narguant guillemets les députés, disait que vous êtes des élus, moi je suis l'élu. Cette idée-là est toujours maintenue. Et le vice-président, il n'est pas une institution autonome. En fait, quand on lit toutes les dispositions, avant d'entrer même dans les détails, on se rend compte de son insignifiance institutionnelle tant qu'il est VP. Tant qu'il est VP, il n'est rien. Il est l'ombre du chef de l'État. Il est là en attendant, entre guillemets, que malheur arrive. Ou pour son bonheur. Et donc, ce vice-président, il n'est pas l'élu de la nation. Disons que c'est un vice-président sans pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Et il ne peut même pas recevoir de délégation. Il n'a pas de pouvoir proprio motu. On a entendu dire qu'il ferait office de grand chancelier de la nationale. Et ce sera tout. Pour quelqu'un qui est l'élu, ou le deuxième élu de la nation, c'est, comme dirait le général de Gaulle, inaugurer les chrysanthèmes. Hein? Donc, quand on fait les droits constitutionnels et qu'on présente les institutions de la nation, on ne pense pas au grand chancelier. Franchement. Donc, il fallait lui donner quelque chose. Mais il n'a pas de pouvoir en dehors de ça, proprio motu, et il ne peut même pas recevoir délégation de pouvoir. Il est élu dans les mêmes conditions que le chef de l'État, mais il n'a pas les pouvoirs. Je dirais même, allons même plus loin, la Constitution révisée dit qu'il n'est même pas membre du gouvernement. Ça veut dire qu'il n'a même pas de pouvoir, il n'a même pas autant de pouvoir que le dernier des ministres. Il n'a même pas le pouvoir d'un préfet. Il n'a même pas le pouvoir d'un chef quartier. Il a le pouvoir d'être grand chancelier. Et non seulement, il a son statut est un peu ambigu aussi. Parce que c'est le seul dans notre Constitution à être à la fois élu ou nommé. Il peut être élu, mais en cas de difficulté, il peut être destitué. Et le chef de l'État propose un autre, et c'est validé par l'Assemblée nationale. Donc il peut être nommé. Vous voyez, il est élu, mais il peut être nommé, le vice-président. Il peut être démis par l'Assemblée nationale, il n'a pas de délégation, il est grand chancelier. Et le pire dans tout ça, le pire, c'est pas le pire. On est toujours dans la description de son statut. Et c'est ça l'office du constitutionnaliste. Il n'a droit à aucun autre emploi. C'est-à-dire qu'il ne fait rien de spécial, mais il n'a droit à aucun autre emploi. Disons, pour résumer, que le vice-président, M. Josso Saturnin, je ne sais pas si vous êtes candidat, mais le vice-président, prévu par la Constitution de 90 modifiée, est un élu national oisif. Un élu national oisif. Mais qui coûte au contribuable. Oui, parce que la démocratie a un prix, parce que le droit constitutionnel a un prix, parce que les institutions de la République sont ainsi faites. Et que les politiques font des choix, et que ces choix-là sont ce qu'ils sont. On en fera l'expérimentation, on verra ce que ça donnera, et puis on avisera si cela nous convient, peuple béninois. Donc voilà pour ce vice-président, voilà son visage, voilà sa nature, voilà son statut, voilà son destin. Est-ce qu'il ne sera pas objet à contestation après, au cas où, nous sommes dans le milieu politique, beaucoup de choses peuvent arriver, où des citoyens verraient le président de la République en voyage, et voir le vice-président peut-être prendre certains rôles. Ça dit tout de suite la Cour constitutionnelle pour dire, mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oui, voilà, là vous touchez du doigt l'un des points importants. J'avais posé la question de savoir comment est-ce que, j'ai dit tout à l'heure qu'il peut être démis de ses fonctions sur proposition du chef de l'État et à une majorité qualifiée de l'Assemblée nationale. Et on aurait pu dire, mais quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, pourquoi est-ce qu'on dira que pour faute lourde,
on le destitue, alors qu'il n'a pas de pouvoir. Mais justement, c'est là où ça peut devenir intéressant. Je ne suis pas en train de justifier ou de faire l'apologie, mais c'est que si justement il n'a pas de pouvoir, mais qu'il veut en exercer, il peut être sanctionné. En fait, ce vice-président, tel que moi je le vois, la Constitution a beau dire qu'il n'a pas de pouvoir, mais si un ministre avisé n'a pas intérêt à lui manquer de respect, parce qu'il est quand même l'élu, d'abord, il est le numéro 2, il est le vice-président, il est le futur président au cas où, même s'il peut être VP pendant 10 ans et ne jamais devenir président, mais en tant que VP, vice-président, il peut exercer une magistrature d'influence. Le droit constitutionnel rencontre même des institutions informelles. Des gens qui ne sont ni élus, rien du tout, n'ont aucun pouvoir institutionnel, mais qui exercent véritablement du pouvoir. Comme des gens qui sont élus et qui sont prévus par la Constitution peuvent ne pas en réalité exercer du pouvoir. Le droit constitutionnel est complexe. Et donc, un vice-président comme celui-là, ça dépend aussi de son aura, de son charisme. Sa seule existence peut être considérée comme une magistrature d'influence. Il peut exercer une magistrature d'influence. Et donc, ce n'est pas non plus insensé de penser que quelqu'un qui n'a pas de pouvoir peut être amené à vouloir en exercer et on peut l'arrêter. Comment le voyez-vous? Assister au Conseil des ministres? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Enfin, légalement, il ne peut pas assister au Conseil des ministres. Il faut le dire suffisamment pour que les Béninois gardent un œil sur ce nouveau qui viendra en 2021. Non, normalement, auquel il faudra s'habituer. Puisqu'il n'est pas membre du gouvernement, il ne peut rien signer à part les actes de décoration du grand chancelier. C'est seulement à cet endroit qu'on peut trouver sa signature. Normalement, il ne doit pas participer au Conseil des ministres, puisqu'il n'a même pas les compétences du dernier des ministres sur la liste des membres du gouvernement. Donc, c'est une ombre constitutionnelle, mais c'est une matière pour nous, c'est une matière à étude pour les constitutionnalistes que nous sommes, c'est une matière à enseigner pour les enseignants que nous sommes. Bon, en attendant qu'il devienne président de la République plus tard... Ou en attendant qu'il ne le devienne jamais. Appelons le grand chancelier. Oui, ça, oui, il est vice-président et grand chancelier de l'Ordre national du Bénin. Il sera, en tout cas. Quand on voit le profil, on a dit dans la Constitution actuelle que nul ne peut être président de la République plus de 2 fois de sa vie. C'est bétonné, désormais. Le vice-président, est-ce qu'on peut arriver à un cas de figure dans lequel on se retrouve où un ancien président de la République se retrouvait à ce poste et qui aurait peut-être bouclé ses 2 mandats? Parce qu'il n'est pas interdit. On peut faire des interprétations de façon formelle. Oui, la Constitution révisée n'interdit pas formellement qu'un ancien vice-président soit... Un ancien président soit vice-président. Ne l'interdit pas formellement. Et donc, on pourrait imaginer, hypothèse d'école, qu'un ancien président devienne vice-président et le président décède ou démissionne et qu'il devient président. Mais le problème, c'est que la Constitution dit ici que nul ne peut être président plus de 10 ans de sa vie. La disposition était déjà bétonnée, à mon sens. Mais on l'a bétonnée encore. Bon, c'est pas plus mauvais que ce qui est évident, ce qui va sans dire, soit encore dit et redit. Mais le problème, c'est qu'un ancien président comme ça, vice-président, et qui devient président par la suite d'un événement dramatique, eh bien, si on s'en tient à l'article 44 nouveau de la Constitution qui dit ne peut être... article 42 nouveau de la Constitution qui dit en aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République. On dira qu'il a fermé le tableau, qu'il ne devrait en principe plus devenir président de la République. Et donc, normalement, si j'étais juge constitutionnel et qu'un ancien président veut être vice-président, moi, je déclarais cette candidature contraire à la Constitution. Mais ce n'est que ma lecture. Cette lecture vaut ce qu'elle veut, elle est doctrine,
mais elle ne vaut pas décision de justice. C'est ma lecture. Déjà dans le texte modifié, celui de 90, est-ce qu'il n'y a pas déjà une situation comme ça qu'on n'a peut-être pas expérimenté jusqu'ici, où quelqu'un qui n'a pas encore l'âge requis pour être président de la République peut se retrouver à la tête du Parlement et se retrouver, s'il y avait vacance du pouvoir, à exercer le pouvoir présidentiel? C'est une question très pertinente que vous m'amenez. Ça m'amène à faire une distinction. Vous savez, celui qui est élu député à 24 ans, il devient président de l'Assemblée nationale à 24 ans. Le chef, c'est des hypothèses d'école. Le chef de l'État décède ou démissionne, etc. Le président, il devient président de l'Assemblée nationale et donc président de la République. Eh bien, il est devenu président de la République par intérim. Il n'a pas été élu. Or, la Constitution, article 42 et suivant, pose des conditions de recevabilité de la candidature à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que pour celui qui est quitté le président de l'Assemblée nationale, il n'a pas à respecter les conditions de quelqu'un qui va être élu. Il n'est pas élu. Et donc lui, à 24 ans, peut devenir président de la République. Il n'est pas élu. C'est pour celui qui veut aller à l'élection présidentielle qui doit être entre 40 et 70 ans. Quelqu'un qui vient de l'Assemblée nationale, qui veut assurer l'intérim, n'est pas élu. Et donc, il peut avoir 24 ans et devenir président de la République. Il y a différence entre les conditions de recevabilité à l'élection présidentielle, 40-70 ans, et puis quelqu'un qui assure l'intérim, qui n'a pas à respecter les conditions de recevabilité à l'élection présidentielle. Hier comme aujourd'hui, on peut avoir le cas avant 2021. Ah non, celui-ci il a plus de 40 ans. Si c'était le cas. Voilà, c'était possible encore jusqu'en 2021 si on avait un député de 24 ans devenu président de l'Assemblée nationale. C'est toujours possible. C'était possible. On parlait tout à l'heure, M. Salami, vous avez fait allusion à la date de promulgation, le test du 7 novembre. Ouais. Avant qu'il soit publié au journal officiel, est-il déjà en vigueur? Non. Disons que c'est la promulgation qui donne vie juridique au test de la Constitution, au test en général. Ce n'est pas la promulgation que le chef de l'État, quel que soit le régime, dit ce test est conforme au test de la République en vigueur et donc moi, je donne mon onction pour qu'elle entre en vigueur. Mais la publication rend opposable les tests. Et donc nous, on aime bien que tout soit balisé, l'adoption, le contrôle de constitutionnalité, la promulgation et, ça j'en suis sûr, sans être dans le secret des dieux, sans doute que la semaine prochaine, ce sera au journal officiel. Une disposition contenue dans ce test, la discrimination dite positive. On sait qu'avec la Cour Holo, quand on a dit à l'époque 30% de femmes, la Cour a dit on est tous égaux devant la loi. Pourquoi voulez-vous ramener au seuil de 30%? Et aujourd'hui, ça passe. Vous voulez dire comme une lettre à la poste? C'est vous complétez. Non, ce sont deux choses différentes, je vais vous expliquer et les auditeurs vont comprendre. Lorsque, c'était pas la Cour Holo, je pense que c'était la Cour sous Concepcia, si ma mémoire est bonne. C'était à l'époque du Code des personnes et de la famille. Le Code des personnes et de la famille, le législateur voulait instaurer la possibilité pour les hommes d'être polygames. Et la Cour avait dit, la Constitution prévoit l'égalité. Vous avez le droit de prévoir la polygamie pour l'homme. Puisque on est égaux, il faut prévoir la possibilité pour la femme aussi d'avoir plusieurs hommes, plusieurs maris. Et donc, la Cour n'avait pas interdit la polygamie. La Cour a dit, si vous voulez, faites l'égalité. Et comme nos députés ne pouvaient pas faire l'égalité, évidemment, ils ont reculé et ils ont aligné tout le monde sur la monogamie, légalement. Alors, en fait, le Code de la famille est une loi ordinaire. C'est-à-dire une loi qui a moins de valeur juridique que la Constitution. Et comme la Constitution est une norme supérieure, la loi inférieure doit se conformer à la loi supérieure. Mais ce qui s'est passé ici, c'est qu'on est allé au sommet de la hiérarchie pour mettre la discrimination positive dans la Constitution. De sorte que maintenant, on peut décliner au niveau des lois ordinaires toutes sortes de possibilités pour avoir des discriminations positives en faveur de la femme au moment des élections. Je vous dis que moi, je suis pour la discrimination positive. Donc, c'est une disposition qui me convient.
Vous êtes allé jusqu'à la Cour Ouensou, je crois que récemment, je parlais de ces 30% qui avaient été proposés à l'Assemblée la dernière fois. Ouais. Et puis, on voulait absolument. La chose ainsi. Maître Ibrahim, ça fait partie des choses que... En fait, on a réfléchi à plusieurs reprises sur la révision de la Constitution. Moi, j'ai fait partie d'une commission de réflexion sur la révision. Ça fait partie des choses que on était à peu près, tout le monde à peu près était d'accord. La Cour des comptes, ce sont des choses sur lesquelles à peu près tout le monde était d'accord. Et que qu'il y ait débat ou pas, c'est des choses qui auraient pu passer sans problème à l'Assemblée nationale. J'aurais aimé, Maître Salami, qu'on aborde la question du parrainage, mais il est temps de commencer par retrouver les auditeurs. Je dis maître, on pourra y revenir. Je dis maître, je dis professeur, comprenez. Oui, c'est Dieu a donné, Dieu m'a donné, vous pouvez choisir. À distinguer de l'autre Ibrahim, de l'autre Salami plutôt, qui lui n'est pas Ibrahim David. Mesdames, Messieurs, c'est le moment pour vous de commencer par intervenir dans cette émission. Les numéros à composer 64 44 02 44 66 75 72 72. Un tout premier auditeur est déjà en ligne, me fait savoir. Georges Ponou, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Jean Coton. Jean Coton, nous vous écoutons. Oui, professeur Ibrahim David Salami, je crois bien. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Jean-Jacques Rousseau me fait lire que nul n'a le droit de faire ce que la liberté d'un autre lui interdit. Professeur, l'une des exigences phares de l'opposition pour conjurer la crise post-électorale, croyons-nous, consiste à écouter le mandat de ce Parlement. Est-ce que le fait que l'actuelle mouture de la Constitution ait reconnu les 4 années, puisque ce Parlement doit finir son mandat selon les dispositions de l'actuelle chose là, en 2023. Est-ce que cette question ne devient pas sans objet aujourd'hui? Deuxième question. Même si c'est vrai que les pères fondateurs de la Constitution, et le sachant que vous êtes en conscience, avez conscience du moins, que des faiblesses relevées dans notre Constitution qu'il faille corriger, est-ce que la promulgation de la nouvelle loi fondamentale et celle de la loi d'amnistie aujourd'hui ne nous pose pas plus de problèmes aujourd'hui qu'on en avait avant l'heure, avant d'en être là? Je vous remercie. Merci à vous, Jean Coton. Un autre auditeur. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Saturnin Djosou. Votre nom, s'il vous plaît. Kanrou Todé et Kanye. Nous vous écoutons. Merci bien. Je salue votre professeur. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous a écouté. On vous a écouté de long à large. Et ce que moi, je vais dire, quand on dit des députés, quoi, nous sommes déjà consommés. Les Béninois ont déjà consommé. Voilà ma question. Et qu'en pensez-vous des députés qui ont commencé par sortir, expliquer révision de la Constitution? Quand je prends le département de Mono, commune de Lokosa, quand je prends M. Dakpe Sossou, qui a commencé par sortir, à expliquer les lois, révision de la Constitution et la loi de Amnesty aux populations. Et qu'en pensez-vous? Est-ce que ces députés-là, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont en train de... Allô, vous recevez? Vous n'avez Oui, pas... Je prierai ceux qui prendraient la ligne de bien élaborer leurs questions avant de la voir. Il ne faut pas qu'on fasse perdre du temps à nos invités, à nos auditeurs. Bonjour, un troisième. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, entreprise journaliste, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur. Sylvestre Olouladi. Nous vous écoutons, monsieur Olouladi. Cher invité, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, et la révision de la Constitution, ça fait la 3e fois que le chef de l'État a tenté et c'est passé comme une lettre à la poste. Et ça, ce que disent la population n'est même pas informée. Et c'est passé comme la lettre. Ce que je vais dire, je vais vous dire, est-ce que cette révision, est-ce que ce n'est pas ça qui a fait partie le professeur Albert Thévoisier? Je vous remercie. Vous voilà dans un Maître Ibrahim Salami, j'espère que vous aurez des éléments de réponse à cette question-là. Oui, bonjour. Oui,
c'est la ligne qui m'a lâché. J'espère que cette fois-ci, vous allez plus structurer, aller droit au but quand vous tournez. Mais j'ai dit, c'est la ligne qui m'a lâché. Déjà, avant que la ligne ne vous lâche, on avait du mal à vous saisir. Allez-y rapidement. Voilà. J'ai dit, qu'en pensez-vous des députés qui ont commencé par sortir et expliquer la révision de la Constitution? Pour vous, ils ne devraient pas le faire. Mais c'est un élu du peuple, il peut le faire. C'est un élu du peuple. Et pourquoi vous demandez alors à l'invité ce qu'il a Je suis en train de demander à votre invité, qu'en pensez-vous de ça? D'accord, j'ai compris. Révision de la Constitution, et la Constitution même a dit qu'on peut le réviser n'importe quel moment. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi vous êtes en train de chaner notre révision de la Constitution qui a été faite. Merci, Gautore Kanye. Nous allons prendre un autre auditeur. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Diminuez le volume de votre radio, s'il vous plaît. C'est déjà fait, monsieur Saturnin. Vous avez ici Eloge Danguinou. Nous vous écoutons, monsieur Danguinou. Oui, bonjour, professeur Salami. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes un universitaire et nous avons besoin des explications chez des gens comme vous. Mais comment voyez-vous qu'une révision de notre loi fondamentale soit touchée par un Parlement à problème? On a voulu régler la crise et le président de la République a convoqué un dialogue. Maintenant, ceux qui, même, ont participé à ce dialogue ne sont pas d'accord à la révision de la Constitution. Quelle est votre position? Avec ces révisions chrysogènes, le président de la République arrache la prérogative de l'Assemblée nationale pour ratifier des accords. 90 jours après, saisir maintenant l'Assemblée nationale. Quelle est votre position sur cet article? D'accord. Maintenant, la Cour des comptes. Le président va nommer le président de la Cour des comptes, qui est censé contrôler la gestion financière. Maintenant, est-ce que ce président de la Cour des comptes sera libre pour prononcer des sanctions à la compte même du président de la République qui l'a nommé? Je vous remercie pour la suite de l'émission. Merci à vous, monsieur Danguinou Eloge. Un autre auditeur en ligne. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, 64 44 02 44 ou 66 75 72 72, bonjour. Oui, bonjour monsieur Saturnin Jossou. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Sébastien Nyokoso. Nous vous écoutons, monsieur Nyokoso. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour monsieur. J'ai du plaisir à vous écouter ce matin quand vous avez parlé en tant que praticien du droit et vrai professeur. Mais là où le bas blesse, où nous, profanes du droit, nous avons l'impression que parfois vous nous embrouillez et tout ce que vous nous enseignez, devenir politique, ça change et que ce que vous défendez devient règle. Exemple, on avait écouté le professeur Djobelou qui disait qu'il ne doit pas avoir révision, ça vient d'âge, consensus, et tout le monde doit être associé. Vous-même, à un instant T, ici, il y avait débat avec le professeur Djobelou sur le contrat du port du PVI, contrat administratif et contrat privé. Mais après, il me semble que vous avez révisé votre position. Non. Pourquoi on sent ça parfois, on dit aux choses et quand on rentre dedans, ça change. Deuxième question. Telle que la Constitution est votée de cette manière, est-ce que ce n'est pas la boîte de Pandore qui est ouverte et chaque fois désormais, on peut changer notre Constitution à sa guise telle qu'on veut, quand on veut. Est-ce que ce poste de vice-président n'est pas créé, ce n'est pas une volonté du président de la République à se faire remplacer par quelqu'un qu'il veut et qu'il aime? Et pour finir, quand on parle de 2 mandats, les gens sont contents que le président. Qu'est-ce qu'il faut que, vers la fin du mandat, on ne va pas encore changer de cette manière quand on sait que les députés qui sont là sont monocolores, ils sont du même bord? Sébastien Yonkoso, bonjour de l'émission à vous. Un autre auditeur, l'avant-dernier cette fois-ci. Bonjour. 64 44 02 44 66 75 72 72. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Eugène Iwanyan. Vous avez l'antenne, monsieur Iwanyan. Voilà. Professeur,
Je voudrais franchement que vous éclairez, nous autres qui sommes encore dans l'obscurité. Fallait-il nécessairement engrosser, et faire ce qu'ils ont fait de cette constitution-là pour, je dirais, mettre des femmes dans leur assemblée, libérer des personnes, et puis autres. Est-ce que le chef de l'État, aussi puissant qu'il est, que son bureau ne peut pas sortir une décision présidentielle et puis faire tout ça? Merci, professeur. Deuxième, pourquoi avoir confié à cette assemblée ce rôle-là quand on sait qu'elle est décriée? Finalement, là, il nous faut quoi? Si nous voulons libérer nos parents, si nous voulons des femmes à l'Assemblée, si nous voulons, au même moment nous critiquons cette Assemblée, devrions-nous nous-mêmes mettre en place notre propre Assemblée pour pouvoir lui confier le rôle de faire ce qu'ils ont fait. Eugène Vagnon. Oui. Merci à vous. Oh, moi, j'avais même fini. Bon dimanche. Et le dernier auditeur à présent. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Vous êtes en direct, bonjour. Bonjour, monsieur Vigier. Votre nom, s'il vous plaît. Arnaud Méthode. Monsieur Méthode, ben oui, Vigier, ça dure, c'est la même famille, donc j'accepte. Arnaud Méthode. Ah, monsieur Satina, excusez-moi. Ben, si vous connaissez vous-même. Nous vous écoutons, vos questions Pour ma première question, oui. Pour notre grand maître, je voudrais vous poser la question de savoir, dis-nous en réalité la différence entre l'ancienne constitution et le nouveau, c'est-à-dire, je veux savoir les poids des deux, ce qui nous avantage dedans, et en secondo, je voudrais que vous nous disiez encore, est-ce que quand on a voté la loi de 90, c'est l'humanité des représentants dans le stade Aléjo qui sont pour cette constitution? Est-ce qu'on me comprend? Oui, on a compris. Merci. Merci à vous, Arnaud Méthode. Nous revenons au studio, Maître Ibrahim David Salami. Vous les avez écoutés, hein? Il y a des questions qui font de vous médecin légiste et d'autres qui vous installent confortablement dans votre science. Je vais vous laisser commencer par celle qui vous paraît déjà plus pertinente. Oui, je vais commencer par celle qui me concerne personnellement pour évacuer la question une fois pour toutes. Il y a l'auditeur qui a parlé de mes positions sur le PVI, qu'après j'ai changé de Vous parlez de Sébastien Nyakosso. Oui. Non, je pense qu'il fait partie des gens qui brassent des choses et des rumeurs sans vraiment savoir ce qu'il en est vraiment. Donc je vais lui expliquer en lui donnant le crédit de la bonne foi. J'ai pris des positions techniques sur le PVI parce que c'est ce que j'enseigne depuis bientôt 20 ans. Le droit administratif et le droit constitutionnel. Je ne sais faire que ces deux matières. Les positions sont restées telles, mais elles ont été confortées. Elles ont même été confirmées par la jurisprudence. Et que je lui dis que non seulement ça n'a pas changé, mon ouvrage en droit administratif dit la même chose. Et il y a même des décisions de justice qui sont venues après 2016. Après 2016. Pour me conforter dans l'idée que le PVI et tout ce qui tourne autour est du droit administratif, est du contentieux administratif, est du contrat administratif. Donc, je n'ai pas changé de position là-dessus. C'est une position doctrinale qui n'a pas changé et qui s'est confirmée. Ensuite, il dit, bon, les gens, ils expliquent bien, mais après, ils changent de posture. Je vais vous dire une chose. Ne soyons pas hypocrites, nous, Béninois. Il ne faut pas penser que quelqu'un qui a pris une position dans le passé et qui change de casquette va avoir la même position de façon éternelle. Quelqu'un qui a défendu un dossier en tant qu'avocat, quand il devient politique, il n'est plus avocat. Et nous-mêmes, au barreau, on le constate, puisqu'on a des situations dans lesquelles on a affaire à un ministre
qui était avocat, qui est avocat de profession. Mais quand il est là-bas, il ne défend pas la cause des avocats. Il défend la cause que le chef de l'État a bien voulu lui confier. Il peut se retrouver à dire que quelqu'un est coupable aujourd'hui alors qu'hier il a défendu là. C'est possible. C'est possible. Même l'avocat est formé. L'avocat, normalement, est formé pour dire une chose et son contraire. C'est ça que les Béninois ne comprennent pas. L'avocat, dans sa formation, peut défendre quelqu'un qui a volé aujourd'hui et le lendemain, défend celui qui a été volé. Et il a été formé pour ça. Ça ne fait pas de lui une paria de la société. Est-ce que la crédibilité, ça ne devient pas un problème? Non, en tout cas, pour ce qui concerne un avocat qui, aujourd'hui, défend... l'avocat n'est pas un salarié de quelqu'un. Il n'est pas le salarié d'un client. Donc, il défend quelqu'un aujourd'hui, il vous défend parce que vous avez été volé. Le même voleur, demain, va voler ailleurs, il peut le défendre. C'est ça, au fait, que les gens ne comprennent pas. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un comme Maître Alain Orunla, qui est nommé au gouvernement, il ne peut plus parler comme avant. Il ne peut même pas parler. Et moi, je dois même dire que je trouve que parfois, c'est amusant de voir comment les gens peuvent changer en fonction du contexte dans lequel ils sont. Mais c'est la vie. Vous lui passez le bonjour, il est certainement... Oui, je lui passe le bonjour. C'était la manière à vous de lui passer le bonjour. Alors, est-ce qu'il ne fallait pas écourter la 8e législature? Mais ce que je vais dire à cet auditeur, c'est que la politique, c'est un jeu de rapport de force. C'est une question de rapport de force. Si le rapport de force n'amène pas le pouvoir à écourter la 8e législature, le pouvoir ne le fera pas. Et la preuve, ils ont assumé dans cette révision de la Constitution pour dire que la 8e ira à terme. Alors, est-ce que les députés n'ont pas le droit... Pourquoi les députés n'ont pas le droit d'expliquer ou de ne pas expliquer? Chacun est libre d'expliquer la révision. Même les opposants ont le droit d'aller expliquer aux populations que c'est mauvais. C'est leur droit. On est en démocratie, chacun est libre. Je ne pense pas que la révision ait tué Albert Ouadjire. Je suis musulman, je suis croyant, je crois que chacun arrive au thème qui lui est fixé par le grand architecte. Alors, est-ce que le Parlement a problème, était qualifié pour réviser la Constitution? Ça nous ramène à la question de la légitimité. Maintenant, les gens qui sont dans la légalité, la Constitution est révisée. Pour moi, c'est quelque chose de consommé. Alors, pour la ratification par le chef de l'État des accords, autant il y a des choses qui me paraissent bien fondées dans cette révision de la Constitution, autant je pense que ce point-là, c'est un point à problème. Je pense personnellement que c'est une disposition qui me paraît dangereuse et que je ne le dis pas seulement pour le chef de l'État qui est là actuellement, mais je ne fais pas suffisamment de confiance au chef de l'État, lui tout seul, quel qu'il soit, d'aller négocier des accords financiers tout seul, ratifier, parce que c'est lui qui négocie. Il négocie tout seul, ratifie tout seul, et rencontre 90 jours après. Moi, ça me paraît une disposition dangereuse. Donc, je le dis de la façon la plus simple. Est-ce qu'il a le droit de nommer le président de la Cour des comptes? C'est un problème. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer une Cour des comptes autrement désignée, mais c'est lui qui nomme le président c'est le président de la République qui le nomme. On va faire l'expérience, on verra ce que ça veut dire. Alors, la boîte de Pandore a été ouverte, la Constitution a été révisée. Est-ce qu'on ne pourra pas, par la suite, réviser n'importe comment? Bon, on verra. Hein. Je suis constitutionnaliste, je ne suis pas devin. On verra bien ce que l'avenir nous réservera par rapport à ça. Eh est-ce que la question ne devient pas sans objet, la question du mandat de l'actuelle législature qu'il fallait écouter? Je crois que oui, j'ai répondu. Vous l'avez survolé déjà. Est-ce qu'il fallait réviser pour avoir une représentativité de la femme, libérer les personnes? Oui. Ce n'est pas la Constitution qui permet de libérer les gens. Oui, la question, est-ce que la Constitution de 90 avait été adoptée à l'unanimité à la Conférence nationale? Non, en fait, la Constitution n'a pas été adoptée à la Conférence nationale. La Conférence nationale a posé les grandes lignes de la Constitution et une commission dirigée par le professeur Aranzo Glele a travaillé, a rédigé la Constitution et a proposé au peuple qu'il a adopté par référendum où il y avait oui, non, il y avait oui, mais.
Et donc, là aussi, c'était par vote que la Constitution avait été adoptée. Ce n'était ni à l'unanimité, ni au consensus. Un auditeur voudrait savoir, entre les deux tests, celui de 1990 et celui-là qui a modifié, si vous prenez les deux, lequel nous avantagerait? Je ne sais pas si on peut parler d'avantage ou pas. Un test est appelé à évoluer. Il y a des choses que j'aurais gardées de la Constitution de 90, mais il y a des choses aussi que j'aurais aimé ajouter à la Constitution de 90 qui ont été adoptées ici, la Cour des comptes, la discrimination. Je n'aurais pas pensé au poste de vice-président, ou alors, si j'avais pensé au poste de vice-président, je ne l'aurais pas fait élire par le chef de l'État, j'aurais fait en sorte qu'il soit nommé et à tout moment peut être révoqué. Mais bon, ce n'est pas moi le constituant, je ne suis que doctrinaire et je suis très heureux là où je suis pour l'instant. On fera le débat aux prochaines occasions. Oui. On va revenir à ce test de la Constitution. Il y a plusieurs points que vous aurez souhaité que nous abordons, que nous n'avons pas encore. J'évoquais tout à l'heure la question du parrainage. Oui, la Constitution, dans sa nouvelle version, dit que nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président s'il n'est dûment parrainé par des élus dans des conditions et suivant les modalités fixées par la loi. C'est une condition nouvelle qui a été ajoutée, c'est une condition de parrainage. Ça existe dans certaines démocraties, la possibilité de parrainage qui permet d'éliminer des candidats farfelus. Parce qu'il y a des gens qui considèrent qu'il suffit d'avoir quelques millions ou alors d'être diplômé pour être président de la République. Et donc, ça permet d'écrémer en quelque sorte. Il y a deux difficultés par rapport à ça. La première difficulté est dans le test. La deuxième difficulté est dans le contest. Le test dit n'est dûment parrainé par des élus, pas plus. Le test aurait pu préciser par des députés, par des élus locaux ou par des maires. Le test ne précise pas. Et je pense qu'ils ont fait exprès, peut-être, pour laisser la possibilité au code électoral de décliner. Alors, tel que c'est prévu, ça peut aller dans les trois sens. C'est-à-dire que ça peut être uniquement les députés, et là, ce sera véritablement un nouveau verrou pour empêcher les autres forces politiques de présenter des candidatures. Donc, il n'y aurait que alors des candidats BR ou UP. Alors, ça peut être la deuxième option, ça peut être uniquement les élus locaux, c'est-à-dire les conseillers locaux, ou ça peut être les conseillers locaux, le maire lui-même en étant un élu local, ou ça peut être les deux, c'est-à-dire et députés et élus locaux. C'est-à-dire, on peut penser à un collège de députés et d'élus locaux. Alors, selon le dosage législatif qui sera fait dans la déclinaison de cette disposition dans le code électoral, on pourra dire qu'il s'agit d'une exclusion ou bien d'un écrémage. Que pensez-vous de ceux qui estiment que c'est la prochaine crise qu'on prépare? C'est bien possible. C'est bien possible si dans le code électoral on prévoit que c'est seulement les députés, ça veut dire qu'on a fermé la porte à toutes autres forces que celles qui sont dans la mouvance aujourd'hui. Et effectivement, ça pourrait être considéré comme une disposition chrysogène par la suite. Même si on laisse ça à portée des élus communaux, on sait comment ça se passe, oui. Ça varie en fonction des forces en présence. Oui, c'est vrai. Mais si déjà... parce que la disposition est déjà prévue. Donc, dans tous les cas, le parrainage, si cette constitution est appliquée en 2021, le parrainage entre en vigueur en 2021. Donc, dans tous les cas, il y aura parrainage. Donc, s'il y a parrainage et que déjà on ouvre aux élus locaux, là aussi, il y a la façon de l'ouvrir. Si on dit par exemple députés et élus locaux, et qu'il y a plus de députés requis que d'élus locaux, ça pose problème. S'il n'y a que députés, ça pose problème. Donc, dans tous les cas, même si on dit seulement les élus locaux sont plus nombreux, ça posera quelques difficultés, bien entendu, mais la difficulté serait encore plus grande si on disait seulement les députés, évidemment. Cela va sans dire. Je vous laisse, Maître Ibrahim Salami, aborder un point qui vous tient à cœur avant qu'on achève cette émission. Alors,
un point qui me tient à cœur. Je dirais que je disais à l'entame de cette émission que c'est une responsabilité sociale pour moi d'expliquer. En fait, le Bénin était partagé entre une révisionniste aiguë et une constitutionniste aiguë. Une constitutionniste aiguë est composée des gens qui ne veulent jamais voir la révision se réviser. Et révisionniste aiguë, ceux qui étaient pour la révision à tout prix. J'ai toujours pensé que on ne peut pas être pour ou contre, dans l'absolu, la révision de la Constitution. On peut être pour ou contre une révision donnée. Mais on ne peut pas être dans une posture en considérant qu'il ne faut jamais réviser la Constitution, ou alors il faut à tout prix la réviser parce qu'elle est vieille de ceci ou de cela. Je pense qu'aujourd'hui, cette tribune me permet de dire que les conditions, je regrette les conditions dans lesquelles ça a pu avoir lieu, en ce sens que j'aurais voulu que les débats aient lieu avant et qu'on en débatte. Je suis persuadé que si le texte avait été débattu, les députés sont libres de faire ce qu'ils veulent après, mais le texte aurait été bonifié. J'ai la faiblesse de le penser. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé cette étape-là, que la révision a été révisée, la Constitution a été révisée. La Constitution, c'est un document politique, c'est aussi un document d'étude pour les constitutionnalistes que nous sommes, pour les enseignants de droit constitutionnel que nous sommes. Quand nous avons de la matière nouvelle, on est heureux, on est excité à l'idée de retourner devant nos étudiants pour leur expliquer comme je l'ai fait aujourd'hui. Et donc, moi, je considère qu'après le 7 novembre, c'est un droit constitutionnel renouvelé, on peut dire révélé aussi, qui est en cours désormais et que nous avons une matière à réfléchir, à expliquer. Je suis à l'aise dans ce rôle. Pour finir, là, je vous laisse le mot. Pour finir, je pense que cette révision que nous avons eue, c'est une révision d'envergure. C'est une révision d'envergure. Les fondamentaux, à mon avis, n'ont pas été touchés, encore que on peut dire que en voulant renforcer la disposition sur le mandat, en disant je veux renforcer, on y a touché quand même, dans le sens positif. On y a touché et on a créé un précédent. Et donc après, si quelqu'un est de mauvaise foi, il pourrait réviser dans l'autre sens aussi. C'est possible, mais ne soyons pas pessimistes. Nous avons une constitution qui maintient les fondamentaux du régime politique, ce régime présidentiel, et qui nous envoie dans une nouvelle dimension, celle d'un vice-président que nous allons expérimenter. Le préambule n'a pas été touché, les articles sur la souveraineté n'ont pas été touchés, mais c'est une révision massive, c'est une révision d'envergure, qu'on l'appelle retouche, amendement, tout ça. On a assisté à une véritable réécriture de nombreux articles de la Constitution. C'est une Constitution modifiée qui nous amène à considérer que notre régime politique évolue. Il est appelé à évoluer en fonction des circonstances. Je considère que c'est une donnée constitutionnelle qu'il faut partager avec la population. Et je suis heureux dans ce rôle-là que vous m'avez donné ce matin à expliquer ce que la Constitution recouvre. Et je vous en remercie énormément. C'est nous qui vous remercions. J'avais envie de vous relancer là sur quelques sujets. Vous parlez dans la Constitution, je crois, le tableau est remis à zéro pour les députés, même si on ne l'a pas dit officiellement. Oui. 3 mandats, c'est fini. On ne l'a pas dit officiellement. Le président de la République, lui, le tableau n'est pas remis à zéro. Pourquoi ça et pourquoi pas l'autre? On aurait dû en parler. Malheureusement, il y a le temps qui me tenaille là. Révision de la Constitution, vous parlez de révision d'envergure. C'est vrai qu'il a estimé qu'on n'est pas dans une nouvelle république et tout ce qui va avec. Ben, le débat pourrait se poser après, Maître Salami. Oui, bien sûr. Ce n'est pas anodin d'abord de toucher à la Constitution tout court. Ce n'est pas anodin de réviser une trentaine, une quarantaine de dispositions d'une Constitution. Et donc, évidemment, c'est une nouvelle dimension constitutionnelle que nous avons depuis le 7
le 7 novembre. Et cette constitution révisée nous donne à faire évoluer notre régime constitutionnel, nous donne à le faire évoluer dans... Vous savez, ce que je vais dire aux auditeurs, c'est que les constitutions ne sont pas faites pour les universitaires. Les constitutions règlent des problèmes politiques. Et c'est après que les universitaires étudient. Il n'y a pas un seul régime politique identique à un autre dans le monde. Et donc, chaque nation, chaque pays a vocation à trouver le régime qui lui convient. Et ce régime n'est jamais statique. Aucune constitution ne peut rester statique éternellement. Je dirais même que réviser tout le temps la constitution est un défaut. Ne pas pouvoir la réviser du tout est un problème aussi. Et donc, je suis un homme d'équilibre. Pour tout vous dire, si vous ne me demandez pas, je vous répondrai que moi, je suis content d'avoir une constitution révisée. Parce que c'est un objet d'étude nouveau pour moi. On commençait à s'ennuyer avec cette constitution. Professeur Ibrahim David Salamé, professeur agrégé, professeur titulaire des facultés de droit enseignant à l'université d'Abou-Calavi. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Vous êtes le tout premier invité d'après révision de la Constitution de Sans Langue de Bois. Vous avez partagé vos réflexions avec nos auditeurs. Merci encore une fois d'avoir répondu à cet appel. Mohamed Liamini a pris le relais à Georges Koun pour la suite de la mise en onde de ce numéro de Sans Langue de Bois. Saturne Diosso, c'était un plaisir pour moi de vous avoir tenu compagnie. Merci, mesdames, messieurs.